C'est parti. Quatrième dossier de cette conférence numéro 1, courage. C'est la première des 4 conférences qu'on a ensemble. Le dossier numéro 4, c'est ce que je vous annonçais. Voyons voir un petit peu de quoi ça va nous parler. Oh, surprise, Monsieur Popo, 88 ans, cardiopathie complexe, ischémique, rythmique, valvulaire, avec une FEVG à 30%. Moi, ça me fait toujours penser au poids, à l'OAP, BNP. Bon, je ne sais pas de quoi ça parle. Hein. Et hypertrophie bénigne de prostate, coumadine, cardégique. Donc moi, je pense toujours à INR, à accident, voilà les mots-clés qui me viennent. Cardégique, c'est quand même 2 traitements qui font saigner. Isoptine, un inhibiteur calcique. Triatec, un IEC. Taor, une statine. Omix, un traitement, un alpha-bloquant de la prostate. Tabagisme, 45 paquets années, il ne fume plus. Donc là, je me demande s'il n'a pas une BPCO, hein, puisqu'il a déjà des comorbidités vasculaires. Il consulte pour une dyspnée d'apparition progressive. Donc là, mon OAP, ça me va bien. Ma coumadine, je n'ai pas évoqué de l'embolie pulmonaire. Enfin, je vais voir l'INR. Des douleurs thoraciques gauche lancinantes. Ah, le poids est stable, vous voyez. Comme quoi, les chats font pas des chiens. Hein, c'est une façon de dire le patient n'est pas en OAP, il n'a pas pris 15 litres d'eau et de sel. Il est asthénique, il a une restriction des activités, une baisse de l'appétit. Il va donc pas bien. Et donc, ce patient m'inquiète. Quand vous l'examinez, on regarde la 5e côte gauche, il y a un hématome. Il vous décrit une glissade dans l'escalier. Donc, il a des douleurs gauche. Est-ce qu'il n'y a pas une fracture? Est-ce qu'il n'y a pas un pneumothorax? Est-ce qu'il n'y a pas un épanchement? C'est la question que je me pose à ce moment-là. Et je fais attention anticoagulant. Hein, et vous voyez bien, si je reviens en arrière, parce que j'aime bien revenir en arrière, il y a marqué ici accident. Et c'est pas parce que c'est mon dossier, parce que je vous avoue que je suis fatigué et que je m'en souviens plus. Je les ai fait il y a longtemps. Il rapporte ses dernières examens biologiques, l'hémodynamique. Donc il n'est pas fébrile. Très important, hein, quand il y a de la plèvre, il faut regarder la température. S'il est fébrile, c'est une ponction en urgence absolue. Il est hémodynamiquement stable, attention, il est bêta bloqué, donc ça peut être traître. Il est un peu hypoxique. Hein. Quand vous voyez une SAT basse à moins de 90, la traduction c'est moins de 60 de PO2 et pour vous c'est le patient a une hypoxémie. Les mots-clés qui seraient cotés, c'est plus que SAT à 89. Moi je mettrais des mots, des points à ceux qui me disent que j'ai compris que quand on a moins de 89 de SAT, on a moins de 60 de PO2 en air ambiant. Il rapporte ses derniers examens biologiques courants, donc il a 9 grammes 1 d'hémoglobine, attention, il est anémique. Il est anticoagulé, on a un traumatisme, un hématome. Attention, est-ce qu'il n'est pas en train de saigner quelque part? Ça sent quand même l'hémothorax à plein nez notre affaire. Voilà comment je vois les choses. Interpréter l'aréothorax, donc là on va probablement avoir la réponse. On a une opacité, tout à fait homogène, plus de cul-de-sac, pas de bronchogramme, c'est déclive, un aspect de damoiseau, des structures médiastinales qu'on a en place, du moins l'axe bronchique il est là, le bord droit du cœur il est à sa place, on voit un pacemaker, attention on peut toujours le dire, ça prend des points, on voit bien qu'il n'y a pas d'épanchement controlatéral, on voit très bien le cul-de-sac pleural qui est libre, donc ça c'est un argument contre l'OAP. D'ailleurs le poumon ici n'est pas en surcharge, là on voit pas grand chose bien évidemment. Donc moi globalement je conclurais un épanchement pleural gauche de grande abondance sans déviation des structures médiastinales. Et donc qu'est-ce que le correcteur a prévu? Il a dit qu'il y avait une opacité, je vous rassure, homogène, sans bronchogramme aérique très bien, effaçant la coupole diaphragmatique, je vous l'ai dit, raccordement angle aigu à la paroi. Je vous ai dit qu'il y avait une ligne de damoiseau, de l'émission pulmonaire gauche, le côté, ses côtés, faites-y attention, ne perdez pas des points bêtement. Épanchement pleural de grande abondance, absence d'anomalie pleuroparenchymateuse, présence d'un pacemaker. Vous voyez que là, mon corrigé avait été même un peu plus précis, puisque j'étais allé chercher pas de déviation des structures médiastinales. Hein, j'étais allé déjà chercher une complication. C'est la seule complication de l'épanchement liquidien, c'est la présence d'une déviation des structures médiastinales qui pose exactement le même problème que celui de la tamponnade gazeuse quand l'épanchement est gazeux. Alors on enchaîne parce que je suis en forme. Quelle hypothèse étiologique paraît la plus probable? J'ai déjà répondu à la question en vous faisant l'analyse sémiologique du texte. Celui qui dit pas que le patient a un hémothorax alors qu'il a 80 ans, donc un facteur de risque d'accident des AVK, un traitement efficace, un hématome, un traumatisme, vraiment c'est qu'il n'a jamais mis les pieds dans un hôpital. Et ce patient est suspect. Il est suspect d'hémothorax traumatique gauche, le côté c'est côté, l'oubliez jamais. Il faut quand même rappeler que cette grande abondance, et pourquoi? C'est probablement ce que je viens de vous résumer, le traumatisme, l'anticoagulation efficace. J'invente rien, il y a des données là-dessus sur
Les facteurs de risque, on sait qu'après 80 ans, le risque augmente. On sait aussi que quand on a insuffisance rénale, le risque augmente. Et la présence de l'anémie, vous voyez, j'avais oublié de l'enregistrer sur la biologie, mais c'est aussi peut-être un argument. Mais on n'a pas de données sur la fonction rénale, on ne sait pas si c'est chronique. On n'a pas de données sur le VGM, on ne sait pas si c'est microcytaire. Bref, mais c'est quand même un petit argument dans la besace pour se dire peut-être qu'il saigne dans sa plèvre. Et à ce moment-là, moi, je pense qu'il va falloir proposer un examen ou éventuellement un traitement à ce patient-là. Et donc, qu'est-ce qu'on lui a proposé? On lui a proposé une hospitalisation, ça me paraît licite, il est altéré, il a du mal à vivre, il a des comorbidités, un traitement anticoagulant. On propose, ce point de vue traitement, un drainage pleural, le côté c'est côté, après une ponction exploratrice. L'examen clé dans l'épanchement pleural, c'est la ponction exploratrice, il faut y aller. L'oxygène, je ne l'ai pas coté. Les antalgiques, je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on met un drain, on met un antalgique. Quant à la gestion des AVK, c'est un petit peu plus délicat. Je crois que ce point de vue-là ne serait pas consensuel. Il faut au moins dire qu'on arrête les AVK, qu'il faut les antagoniser, parce que c'est un accident grave, et qu'il faut rediscuter le bénéfice-risque du traitement anticoagulant pour une arythmie complète par fibrillation auriculaire chez un patient de 88 ans qui a un accident grave. Donc, en soi, je crois que ça pourrait faire l'objet d'une question qui serait plus l'objet d'une question discussion où globalement, il faudrait que votre idée de réponse, ça serait de bénéfice versus risque en faisant comprendre que vous essayez de récupérer l'ensemble des éléments, et c'est ça le travail de l'interne, c'est de récupérer les éléments et pour dire voilà, moi j'ai le sentiment que j'en ai plus dans un sens, plus dans l'autre, voilà ce que je ferais. Et le rôle du senior, c'est de dire oui, on fait ça, ou d'apporter le complétement d'éléments qui fait basculer la balance ou dans un autre, et c'est ça qu'on peut tester tout simplement de façon plus précise que ce qu'il y a là-dedans. Mais globalement, l'hémothorax, c'est une indication de drainage. J'aurais même dit que c'est une indication de drainage en urgence, ou en semi-urgence. Il ne faut pas drainer le patient dans 3 semaines. Ça risque de cailloter, ça risque de s'infecter. Il faut le drainer dans les 12 à 24 heures qui viennent. Alors, qu'est-ce qu'on va lui proposer après? On récupère 35 cc de liquide sérohématique orangé. Donc, quelque part, c'est une surprise. On ne récupère pas du sang. Et je vous rappelle que le critère diagnostique de l'hémothorax, c'est un hématocrite. On récupère un liquide sérohématique orangé. Quels examens réalisez-vous dessus? Donc on est déjà plus dans une autre problématique, et la grande problématique, et qui est quand même la problématique de l'épanchement pleural, qui est une orientation diagnostique, c'est comment on s'oriente. Quels examens proposez-vous dessus? Et bien les examens déterminants sur le liquide pleural, c'est évidemment la protéinopleurie, parce que moins de 30, c'est un transsudat, la plèvre n'est pas malade, c'est de l'eau, du sel qui passe dans la plèvre, comme dans les œdèmes que vous voyez chez vos patients. Et plus de 30, tu as un ex-suda. À ce moment-là, ta plèvre sécrète et elle est le témoin d'une maladie qui est exceptionnellement une maladie pleurale. La plèvre, c'est le carrefour de tout, des vaisseaux, des lymphatiques. Et ça protège le poumon. Et donc, protéine LDH, le rapport LDH plèvre sur sang est aussi un critère diagnostique de l'exsudat ou du transsudat. Une cytologie, c'est fondamental. Je viens de corriger un dossier à Paris 5 où il y avait des points pour dire qu'on faisait une cytologie à la recherche éventuellement de cellules néoplasiques. Ça faisait beaucoup de points dans le dossier. Donc une formule, est-ce que c'est plutôt des polynucléaires neutrophiles qui font penser à une infection? Est-ce que c'est plutôt lymphocytaire? Est-ce qu'il y a des cellules cancéreuses? Est-ce qu'il y a des cellules mésothéliales? Donc c'est vraiment un élément d'orientation. Une fois qu'on est dans l'exsudat, c'est la cytologie qui va permettre de s'orienter. L'hématocrite ici, il est fondamental parce qu'il faut savoir si notre patient avait oui ou non un hémothorax, mais l'aspect macroscopique n'évoque pas un hémothorax quand on lit le texte. Et puis toujours, même si le patient n'est pas fébrile, toujours de la microbiologie, un examen direct, une culture en milieu standard, ensemencer des hémocultures aérobie et anaérobie, encore plus quand il y a de la fièvre, parce que les pleurésies purulentes sont liées à des germes anaérobies, et donc ça permet d'essayer de les documenter. On n'arrive qu'à documenter aujourd'hui que 50% des pleurésies purulentes. On y reviendra probablement l'année prochaine. Si l'analyse cytologique vous dit que c'est lymphocytaire, il faut prévoir de faire une recherche de BK, et une recherche de BK, ça peut se faire par PCR, ça peut se faire par culture. Soit en milieu liquide, soit en milieu standard. On y reviendra sur la tuberculose. Quelles mesures de surveillance spécifiques prescrivez-vous à la suite de votre drainage? C'est ça dont on parle. Donc on a évoqué ça récemment dans la plèvre.
Donc autrement dit, comment surveille-t-on un drain thoracique? Eh bien c'est pas compliqué, il y a un mur, il y a un patient avec un thorax allongé dans un lit, et vous avez un drain avec une partie qui n'est pas visible, puis une partie qui est visible, qui plonge dans un bocal, et le bocal va au mur. Et donc un drain, ça surveille d'ici à ici. Et donc on voit très bien qu'il faut faire une radio quotidienne, qu'il faut regarder le point de ponction, qu'il faut suivre le circuit pour voir s'il n'y a pas de fuite, qu'il faut regarder ce qui se passe dans le bocal, est-ce que ça bulle ou est-ce que ça bulle pas. Donc lui, il n'a aucune raison de buller, on est bien d'accord. Quel niveau est drainé? C'est pas la même chose de drainer 500 ml de sang que de faire 2 litres de sang en 2 heures. Si le patient passe la moitié de sa masse sanguine dans le drainage, c'est qu'il va falloir aller faire une hémostase chirurgicale. Et puis là, est-ce que le système est bien en dépression? Est-ce qu'il est bien surveillé? Donc c'est ce qu'on retrouve là. Quantité, aspect du liquide drainé, bullage, je vous ai expliqué, aspect du point de ponction, niveau d'aspiration, radiographie quotidienne. Et puis le principe de l'oscillation, c'est assez simple. Quand le patient va respirer, il va mettre une dépression dans son thorax. Si votre drain est bien perméable et qu'il est bien intrapleural, à ce moment-là, cette dépression va se répertorier ici. Et la colonne d'eau bleue va monter dans votre drain. Et à l'expiration, je vais essayer de faire un truc, elle va redescendre. J'ai même effacé le drain. À l'expiration, votre colonne d'eau va redescendre. Et à ce moment-là, ça s'appelle une oscillation. Parce que dans le temps, ça monte, ça descend. Donc ça s'appelle une oscillation. Alors, on a des résultats qui vous montrent qu'on a donc toujours la même réflexion. Un exsudat, bien sûr, je confonds toujours les deux mots depuis que je suis étudiant, avec des LDH élevés. Dans le sang de mémoire, ils étaient à 300. 1500 sur 300, on a un rapport à 5. Il faut un rapport supérieur à 1 ou 1,5 pour dire que c'est un argument pour un ex-SUDA. Quelques globules rouges, des globules blancs à majorité de lymphocytes et un examen direct négatif. On n'est pas étonné de ne pas avoir une pleurésie purulente. Ce n'est pas un patient septique comme dans une pleurésie purulente. Globalement, on a un sujet âgé qui n'a pas un hémothorax, mais qui a un exsudat lymphocytaire. Et donc les principales hypothèses, elles sont faciles. C'est toujours les mêmes. C'est tuberculose et cancer. Et cancer. Chez le sujet jeune, c'est les hémopathies et les testicules. Et après 50 ans, c'est les cancers solides. Et les cancers solides, poumons, sein, pancréas, œsophage, cancer ORL. Voilà, ça joue dans cette sphère-là. C'est ce genre de choses qu'il faut rechercher. C'est un standard, je pense que tous les dossiers de pleurésie sont comme ça. Après 3 jours de traitement, il persiste un débit de drainage très important. Pour retirer un drain sur un liquide, sur un post-op, on dit qu'il faut moins de 150 cc par 24 heures, ce qui est à peu près la capacité de résorption de la plèvre. Là, on est à 450, ça donne. On n'a toujours pas de diagnostic. Il n'y a rien en bactériaux. Votre PCR, je vais vous le rajouter dans l'énoncé, votre PCR BK est négative. À ce moment-là, votre hypothèse reste complètement entière sur autre chose et il faut avancer dans le diagnostic et faire un geste de pleuroscopie chirurgicale sous anesthésie générale qui aura petit 1 l'avantage de faire un diagnostic puisque vous allez voir macroscopiquement et biopsier votre plèvre, donc avoir un prélèvement noble. Cette biopsie, vous pouvez, c'est ce que je vous disais ici, la mettre en culture sur le milieu de Loewenstein puisqu'un des moyens de faire le diagnostic de BK, c'est l'anapathe ou le BK. Et ensuite, deuxième aspect, c'est thérapeutique. À ce moment-là, vous pouvez proposer un talcage pour limiter la récidive, d'autant plus qu'il s'agit d'un cancer. Je crois que le dossier est terminé. Les mots-clés sur pleurésie, c'est évidemment 0, j'aurais dû vous le mettre, définition de ce qu'est un exsudat ou un transsudat, et c'est peut-être pas en 0, mais en 1' que j'aurais dû le mettre, et ça dépend que de la ponction exploratrice qui va nous retirer une vingtaine de cc dans notre affaire. La tolérance respiratoire, c'est ce dossier, le patient le tolérait mal, c'est une indication de drainage. Sinon, si c'est bien toléré, il faut toujours laisser du liquide pour pouvoir aller biopsier, puisque si tout est négatif, le gold standard, c'est la biopsie pleurale qui permet de faire le diagnostic. Donc c'est pour ça qu'il faut laisser du liquide, sauf si c'est mal toléré, à ce moment-là, il faut drainer. Et puis je vous rappelle que le soleil ne se couche pas
sur une pleurésie purulente ou sur une pleurésie fébrile et que c'est une urgence absolue à faire une ponction. C'est un sepsis profond à l'image d'une péritonite. Donc l'item abordé dans cette conférence, c'est évidemment l'item épanchement pleural et un petit peu l'item tuberculose que je vous ai un peu annoncé pour la prochaine conférence.